Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'Unicorn Gaming Live, l'émission de l'Université de Caen dédiée à la ludopédagogie. On se retrouve cette semaine pour un épisode autour de la métamorphose. Et j'ai avec moi pour en parler une équipe de choc. Quand on lui demande en quoi il se transformerait, il choisit le vent. Et je trouve ça très beau. C'est Benoît Hélène, bonjour. Bonjour. Quelle prétention. Ouais, incroyable. La transformation qu'il a le plus regrettée, c'est en Frankenstein avec un maquillage vert qui ne partait pas. C'est Arthur Gatté. Bonjour Arthur, que l'on retrouve pour cette saison 2. Oui. Bienvenue. Avec les cheveux coupés. Avec les cheveux coupés, ça doit être bien. Je me disais, je le connaissais. C'est une belle transformation. Il a une penderie dans son bureau pour passer du costume de directeur et vice-président au t-shirt Star Wars de joueur. C'est Jérôme Le Gris-Pagès. Bonjour Jérôme. Bonjour Florine. Et puis nous avons en régie Lucie qui choisit systématiquement les peuples végétaux dans les jeux de société de science-fiction et que l'on salue. Et nous sommes bien sûr, comme chaque semaine, accompagnés par celle qui, à chaque soirée enquête, se travestit en princesse, en lutin, en résistante. Sa garde-robe est digne d'Edmond Dantès, Florine Le Marchand. Merci, j'aimerais bien avoir la garde-robe. Mais... Alors moi, c'est plus son compte en banque. Donc nous allons parler aujourd'hui de métamorphose dans le jeu, de comment le jeu peut engager la métamorphose. On commence, comme vous vous y habituez maintenant, avec la chronique Ticket to Teach de Jérôme. On t'écoute. Eh bien, merci Florine. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par une question. Quel est le point commun entre Ovid, Kafka, Pikachu, Bruce Banner, Optimus Prime et moi? Eh bien, je vous donne la réponse. C'est que Ovid a écrit les métamorphoses, Kafka la métamorphose, Pikachu, le Pokémon, se métamorphose en Raichu, Bruce Banner en Hulk, Optimus Prime, le Transformer, se transforme en camion. C'est pas super, mais c'est des gens qui aiment. Et moi aussi, à chaque fois que je joue, eh bien, en particulier dans les jeux de rôle, je me métamorphose. Et toi, Florine, est-ce que tu serais prête à te métamorphoser? Et en quoi surtout? Ah oui, en loutre ou en cincle plongeur. C'est un oiseau qui peut nager sous l'eau. Merci. Alors moi, je visualise et je pense que je ne te regarderai plus de la même façon. C'est mignon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la métamorphose, un concept aussi fascinant dans les jeux que dans la vie. Et bien sûr, nous évaluerons son intérêt dans une démarche d'enseignement et d'apprentissage. D'ailleurs, pour être un petit peu taquin, ça m'arrive, je vous livre la définition de métamorphose en biologie, que je ne connaissais pas. Il s'agit du passage pour un être vivant de l'état larvaire à l'état juvénile ou l'état adulte. Donc non pas que j'indique à nos étudiants qu'ils sont des larves et qu'on va essayer de les faire passer à l'état adulte, mais je trouvais amusante cette définition biologique. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un détour par l'histoire et l'histoire littéraire avec Ovide. Son projet dans les métamorphoses est complexe et novateur. Contrairement à Virgile, qui chantait la gloire d'Auguste, Ovide choisit de mettre en scène des métamorphoses puissants, puisant, ces récits puissants, dans la mythologie et dans les tragédies. Il nous parle ainsi de Daphné, qui se métamorphose en laurier pour échapper au VSS qu'Apollon lui promettait. Ce terme de métamorphose qu'Ovide aurait probablement inventé est double. Il désigne à la fois la transformation des êtres et la transformation des récits eux-mêmes. Le poète ne se contente pas de raconter des histoires, il transforme la forme narrative en elle-même. C'est un peu ce qui se passe en fait dans les jeux, où, comme nous l'enseigne Jacques Henriot, la réalité bascule dans la fiction et, avec l'accord des joueurs et des joueuses, émerge l'illusion du ludique. Prenons un exemple concret. Dans Pandemic Legacy, un jeu donc Legacy, chaque décision bouleverse les suivantes. Ce qui commence comme une lutte contre une pandémie devient une histoire unique où chaque décision transforme le monde du jeu. Ce que vous pensiez être des règles fixes se modifie constamment. Ici, la métamorphose touche à la fois le jeu et les joueurs et joueuses. La stratégie doit évoluer, les rôles se réinventent et au final, ce n'est plus le même jeu auquel vous jouez, ni même les mêmes personnes qui jouent. Mais il y a plus. Cette métamorphose n'est pas qu'une mécanique ludique. Elle transforme également nos compétences psychosociales et notre rapport au monde.
J'ai vu souvent des étudiants et des étudiantes particulièrement timides, désengagés ou qui trouvaient mon enseignement trop éloigné de leur centre d'intérêt. Eh bien, je les ai vus se métamorphoser littéralement à travers le jeu. Leur rapport à la matière, à leurs camarades, au savoir et même à moi en tant qu'enseignant a changé. Le jeu et l'engagement par le jeu deviennent ainsi des outils de transformation où les joueurs et joueuses peuvent réévaluer leurs compétences, leurs perspectives et leurs relations. Jean Piaget avait, pédagogue devant l'Éternel, Jean Piaget avait une théorie très intéressante sur l'apprentissage, qu'il voyait comme une série de métamorphoses en fait. Selon lui, les apprenants ne cessent de passer par des phases d'assimilation et d'accommodation. Ils doivent intégrer de nouvelles informations, les faire évoluer en eux, puis ajuster leurs pensées pour s'adapter à la nouvelle réalité. C'est exactement ce que font les joueurs quand ils jouent. Dans des jeux comme Root, par exemple, où chaque faction a des règles asymétriques qui en plus changent en fonction des interactions qu'on peut avoir avec les autres joueurs. Ici, on doit en permanence s'adapter, s'ajuster et ajuster notre stratégie en fonction de ce que les autres font, tout en gardant une vue d'ensemble sur notre propre objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que, en même temps, les autres joueurs nous regardent en fonction de l'identité qu'ils perçoivent de nous. Et ça me rappelle un autre maître de la métamorphose, Kafka. Dans La Métamorphose, merci d'ailleurs de l'avoir apporté, et je vous recommande la lecture, c'est pas très très long. Dans La Métamorphose, son personnage principal, Grégor Samsa, se réveille un matin sous la forme d'un insecte. Dans l'œuvre, cette transformation est brutale, perturbante, et elle reflète une aliénation profonde au niveau de la société et pour lui même de sa famille. Je crois que c'est son père qui le blesse mortellement. Ah mince, j'ai raconté la fin. Oh non. Mais vous pouvez le lire. Malgré tout, zut. Il y a autre chose à en tirer, oui. Il y a autre chose à en tirer. Parce que ici, donc, question de l'aliénation, j'entends applaudir les parents de tous les ados de France et de Navarre qui doivent se dire que oui, leur enfant est devenu cet être asocial qui s'abrutit devant son écran comme le moustique, l'insecte, fasciné par le lampadaire dans la nuit. Mais non, en fait, contrairement à ces idées reçues, la métamorphose n'est pas que négative. Et dans les jeux, comme le souligne Winnicott, cette métamorphose est plus souvent positive. Au lieu de s'aliéner par le jeu, l'enfant qui joue se réinvente, il s'adapte, il devient plus résilient. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire, en fait, en pédagogie. Pour donner un autre exemple, qui est frappant en termes de métamorphose, on l'a dans un jeu que j'aime pas trop par ailleurs, qui s'appelle Betrayal at House on the Hill. Ici, c'est une exploration d'une maison qui est tentée, et on commence tous en tant qu'alliés. Et à un moment, un joueur ou une joueuse vont devenir traîtres, traîtresses. La dynamique coopérative se change en un instant en conflit. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un retournement scénaristique, ça redéfinit l'identité du protagoniste, ça revoit ses approches, ça revoit ses alliances. Et ici, on teste et on va aller tester les capacités de réflexion sur l'adaptation, sur la façon dont on peut s'ajuster les uns aux autres. Alors je pense que Arthur nous parlera plus spécifiquement des métamorphoses dans les jeux vidéo, mais dans les jeux vidéo aussi, c'est un thème qui est présent d'ailleurs dans la littérature, qui est présent dans les œuvres cinématographiques, mais dans les jeux vidéo, on en a plusieurs et ça peut affecter la narration, comme dans l'excellent The Stanley Parable. Ça peut affecter notre personnage, comme dans les séries des Dark Souls, quand on passe en mode holo, en mode maudit, ou encore comme dans Metroid, où notre personnage a le pouvoir de morphing et il peut accéder ainsi, en se transformant, à des lieux inatteignables autrement. Et ce que j'aime dans ces exemples-là, c'est que le changement est non seulement inévitable, mais surtout il est utile et nécessaire pour progresser. Et évidemment, j'en fais une petite morale et j'y vois une petite vertu. En tant qu'enseignant, moi-même, je me retrouve souvent à me métamorphoser en fonction des besoins de mes étudiantes et de mes étudiants. Tantôt guide, tantôt meneur de jeu et tantôt simple observateur. Cette capacité à changer de rôle et à réévaluer ma posture est essentielle pour rester pertinent et en phase avec ce que vivent mes apprenants en situation d'enseignement. Dans notre méthodologie qui est basée sur les cycles expérientiels de David Kolb, il est nécessaire que tous les apprenants et moi-même prennent un temps d'observation réflexive pour apprécier ces changements vécus. Là, je fais une petite incursion parce que je ne savais pas comment parler de Vladimir Jankélévitch.
Ces changements pourraient être associés justement à l'idée jankélévitchienne de l'indicible, où ce qui se produit est à la limite de la compréhension rationnelle immédiate. Et en fait, et pour autant, il me semble nécessaire qu'on verbalise ces éléments qui sont un petit peu indicibles, et qu'on les partage, et qu'on partage notre ressenti de ces expériences transformantes. Donc je vais conclure en volant à Benoît le monopole des situations poétiques, parce que la semaine dernière, tu as cité un poète, et j'étais très vexé, parce que d'habitude, c'est moi qui a l'air d'être cultivé autour de la table. Et donc, je vais conclure... C'est agréable. Non, c'est de ma propre perception. Non, je vais conclure en reprenant justement Ovide, que je crois avoir vu quelque part. Non, on l'a pas ramené. Je crois qu'il n'est pas invité. On l'a pas invité, oui. C'est dommage parce que je l'ai à la maison. Donc, je conclurai en reprenant Ovide, qui écrit dans le livre 15 des Métamorphoses: les corps eux-mêmes sont continuellement changeants. La terre se fond dans l'eau, l'eau se dissipe dans l'air devient feu. Je nous souhaite donc, en conclusion, au fil de nos expériences, que nos enseignements deviennent des jeux et nos jeux des enseignements. Merci Jérôme. On peut dire que tu as relevé le défi lancé par Benoît. Est-ce que ça appellera une réponse à nouveau? Je ne sais La pas. semaine prochaine, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et le point Vladimir Jankélévitch, on l'attendra bien sûr maintenant. En fait, ça va devenir de plus en plus dur parce que je n'ai lu que 2-3 livres de Jankélévitch, mais ça va me donner l'occasion d'y retourner. C'est un beau défi. Alors, est-ce que, je me tourne un petit peu vers vous, Arthur Benoît, est-ce que vous avez déjà soit vous-même expérimenté ce changement dont parle Jérôme quand on joue et qu'on a l'impression de changer complètement de personnalité, ou vous l'avez observé chez d'autres joueurs? Moi, ça m'a fait penser, effectivement, tu parlais des étudiants timides qui se révèlent. Voilà. Moi, c'est plutôt, j'ai souvenir d'une fois où on m'avait montré le jeu, un ami qui m'avait montré le jeu Saint-Pétersbourg, jeu qu'il affectionne beaucoup, très enthousiaste. Et puis aussi, voilà, le côté, bon, je sais jouer au foot la tolée parce que c'est la première partie qu'on va faire ensemble. Sauf qu'il jouait avec ma compagne, Amandine, qui s'est révélée prendre les mêmes cartes que lui prenait au début de la partie. Et très rapidement, il s'est métamorphosé de l'enthousiasme de montrer un jeu qu'il affectionne, auquel il gagne systématiquement, à le désespoir et l'énervement. Donc, effectivement, il y a parfois... moi, j'ai vécu ce moment-là qui était une métamorphose aussi. Ouais, c'est quelque chose qui revient assez souvent en fin de compte sur la métamorphose. Moi, j'ai déjà observé justement des amis qui étaient totalement timides, qui ne pouvaient absolument pas faire de discours devant même plus de 3 personnes, se transformer sur un puissance 4 et devenir vraiment mauvais joueur et pester, rentrer dans une colère très très noire. C'est assez impressionnant. On a vraiment affaire à un espèce de Dr. Jekyll, Mr. Hyde. De vraiment transformation. Le jeu pourrait révéler Le jeu pourrait révéler un moi inconscient, ou en tout cas dissimulé des autres. Ce n'est pas le moi social. Mais ça, c'est des choses qui sont aussi intéressantes à essayer d'anticiper, parce que quand on met dans des situations, notamment dans des situations compétitives de jeu, dans un contexte d'enseignement, on peut avoir ce genre de débordement qu'en soi, j'imagine, on ne cherche pas à susciter. Et donc ça peut interroger sur, mais même sur un jeu coopératif, des fois il y a des surengagements avec des fois des excès d'autoritarisme qui peuvent se mettre en place. Est-ce qu'il y a des outils pour mesurer, pour observer, rendre compte de cette transformation chez les étudiants notamment? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites? On a, de toute façon, ça rejoint toutes les théories de la motivation, si on est sur ces questions-là. Donc, on peut l'avoir avec des systèmes physiologiques, avec en captant des indicateurs. Les battements du cœur. Voilà, ce genre de choses, la microsudation. On peut avoir l'activité cérébrale de surface aussi, avec des systèmes de bandeaux. On peut l'observer aussi. On peut avoir des observations juste visuelles qui peuvent nous permettre de voir comment ça se met en œuvre. Mais celles qui nous intéressent le plus, je dirais de notre point de vue, de ludopédagogue, sont celles qui vont affecter l'acquisition des compétences et qu'on ne va pas pouvoir mesurer en séance. Donc c'est cette métamorphose plus lointaine. Donc il y a la métamorphose effectivement qu'on peut, le changement,
toute la thématique du loup-garou. Mm. J'ai une autre identité, mais c'est plutôt en fait celle qui est sur la transformation durable, qui à mon avis est très intéressante à aller. Et qu'on pourrait évaluer en faisant des questionnaires de début et de fin d'activité. par Oui, exemple. on a regardé si sur une compétence, par exemple, voilà, j'essaie de mettre en situation voilà, une situation authentique où je peux mesurer cette compétence-là en début de parcours, de formation. Je fais mes activités que j'espère transformantes par le jeu, et puis en fin de parcours, je vais remettre dans une situation authentique pour voir si on mobilise ce qui a été travaillé dans le jeu, et c'est à ce moment-là que je pourrais identifier s'il y a progression ou pas, s'il y a transformation ou pas. Et peut-être qu'il faudrait le faire de façon longitudinale, voilà, peut-être même après dans un contexte, plus de formation, mais dans un contexte professionnel. Voilà, c'est toute la problématique de la progression linéaire et de la progression par marche. Donc on peut avoir ces effets-là par le jeu, ou des fois il y a eu quelque chose de l'ordre de l'épiphanie, je comprends et ça me transforme aussitôt. Et parfois c'est dans la répétition ou dans la sédimentation qu'on va pouvoir avoir cette métamorphose. Jérôme, tu as parlé du jeu de rôle. Quel autre type de jeu ou de mécanique vont particulièrement engager, provoquer ce processus de métamorphose? Ou alors chez les étudiants, chez les joueurs, ou éventuellement aussi, c'est un peu l'autre volet du sujet, des jeux dans lesquels il va y avoir une métamorphose. Il y a un peu deux questions en une. Moi, je pensais tu l'as un peu évoqué, les jeux d'enquête, qui sont pour le coup très expérientiels, et on a vraiment entre le moment où on commence l'enquête et le moment où on termine avec toutes les fausses pistes et tout ça. Enfin, même toi, Florine, tu adores les jeux d'enquête. Je pense que tu vas pouvoir mieux en parler que moi. Mais il y a vraiment ce côté métamorphose, on va dire, en tous les cas. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis l'enquête est une forme de quête, et l'une des étapes obligatoires et cruciales de la quête, c'est la métamorphose qui permet d'accéder de renaître finalement. Donc y a pas l'enquête, ça va pas jusque là, mais oui, c'est accéder à une vérité. Donc il y a une métamorphose nécessaire peut-être des joueurs et une forme de révélation qui mène à la vérité. Complètement. Alors, on l'utilise même si c'est critiquable, hein, je l'ai sous les yeux là, le monomythe de Joseph Campbell, avec voilà, le voyage du héros qui va se mettre en mouvement, qui va partir, qui va combattre, trouver et revenir changer. C'est voilà, tout ce principe de la dramaturgie par une intrigue qui déséquilibre et qui oblige au mouvement, et les conclusions sont souvent sur une nouvelle forme d'équilibre. Et donc dans les jeux de rôle, alors je sais pas, dans les jeux de rôle, alors ici il y a un jeu de rôle qui est présent, qui s'appelle Nephilim. Là, c'est la vieille version qui était pas si facile à jouer, mais donc la version qui doit dater des milieux des années 90, je dirais 94-15. Je regarde Nicolas, mais qui me regarde pas. Il me dit non. Donc si vous avez l'information. Donc il y a une nouvelle. Là, ici, il y a eu plusieurs éditions. Et donc dans ce jeu-là, c'est intéressant. Donc on joue des dieux. C'était le début des jeux autour de l'occultisme et ésotérique. Il y avait le vampire qui a été aussi très connu, Innomine Satanisme Mania Veritas. Voilà, il y a plein de jeux qui sortaient à ce moment-là. Et celui-là, on joue des êtres immortels qui nous réincarnons pas toutes les générations, voilà, des périodes historiques que l'on va vivre. Et en fait, on est des êtres immortels qui avons des métamorphoses progressives. Et on a des pouvoirs très puissants. Donc on joue un peu un dieu parmi des mortels. Mais il y a des sociétés secrètes qui nous courent après et qui essayent de nous tuer, de mettre fin à notre vie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si on utilise nos pouvoirs, eh ben on va se faire repérer par les sociétés secrètes. Et en plus, quand on utilise nos pouvoirs, on se métamorphose de plus en plus rapidement. Si je suis une ondine ou un phénix ou un djinn, je vais avoir des métamorphes qui vont apparaître. Et donc là, c'est assez intéressant parce que dans sa façon, dans le jeu lui-même, on a cette thématique forte du jeu de rôle, mais même dans n'importe quel jeu, on a, par le fait de contrôler un avatar, même si c'est pas comme on a dans un jeu vidéo, on contrôle malgré tout un autre soi. Et cet autre soi, il se transforme, il grandit, il est blessé, il va perdre un bras, et le bras il va peut-être repousser. Enfin,
ça arrive des fois. Et donc, cette transformation que la personne subit, elle est aussi enseignante, elle est aussi éclairante. Donc le jeu de rôle est une façon aussi intéressante, je trouve, d'aller travailler sur ces éléments-là. Et ce qui est, je trouve, sain dans le jeu de rôle, SAIN, c'est SAINT, pourquoi pas, c'est que le jeu de rôle nous met quand même en distance à notre, au personnage que l'on contrôle. Donc s'il lui arrive des trucs qui sont pas marrants, bah c'est pas grave, c'est lui qui a mal, c'est lui qui souffre, c'est lui qui a froid, c'est lui qui se transforme, qui vit ses deuils, qui vit ses victoires. Et donc, on a quand même une distance par rapport à ce personnage qui nous permet éventuellement aussi d'aller aborder des sujets qu'on aurait peut-être du mal nous-mêmes à verbaliser, dans lesquels on ne voudrait pas projeter notre propre image dans ces contextes. Donc on a la métamorphose comme expérience, comme thème, et il y a peut-être des jeux aussi où on peut être acteur d'une métamorphose, où le matériel lui-même va pouvoir évoluer, à se transformer. Est-ce que notamment Benoît, tu as pensé un petit peu à des exemples? J'en ai eu un en tête en parlant, mais Ah mais vas-y, commence. Moi Parce que j'ai c'est pas pensé à Heredity, qui est juste là, auquel on avait joué notamment avec Nicolas. Et en fait, donc c'est un jeu narratif où on joue les personnages d'une famille et on a nos personnages devant nous sous forme de petites... c'est en 2D. Et en fait, dès qu'ils sont blessés, on ajoute des éléments cartonnés sur leur corps, etc. Donc la figuration du personnage évolue pendant qu'on joue. Et le décor lui-même évolue d'ailleurs. Et c'est une forme de figuration de la métamorphose qui en plus affecte le corps. Ouais, moi j'ai pensé à plein de choses, mais je m'aperçois qu'en fait c'est pas vraiment la métamorphose auquel j'ai pensé, c'est plutôt la transformation du plateau. Et du coup, on n'est pas vraiment dans le thème, je trouve. Donc je me censure en ne donnant peut-être pas d'exemple, mais je ne sais pas. Alors que la transformation du plateau en lui-même, il y a énormément de choses à dire dessus, mais je pense pas que ce soit raccord. On avait quand même vu quelques jeux qu'on aura notamment l'occasion de... Je fais un petit teasing de voir à Essen, puisqu'on va en reparler en 2 mots, mais on va à Essen dès demain, en Allemagne, pour le festival Spiel, Festival international du jeu. Et on a repéré peut-être quand même quelques jeux où justement le matériel est propice à... Il y avait c'est ça, mais pour le coup, on est, pour moi, dans la transformation du plateau. Mais là, par exemple, il y avait un jeu qui s'appelle Taylor Master, je crois, où on a, c'est charmant, on a des modèles de chemises et de pantalons avec des couleurs et tout ça, et on a nos petits gabarits qui sont des formes découpées de ces chemises et de ces pantalons, et on a un grand morceau de tissu avec plein de couleurs, plein de formes, et on doit aller essayer de retrouver comme ça, par métamorphose du coup, le vrai résultat qu'on voudrait obtenir. Mais voilà, on est... Mais en fait, tu dis que c'est pas dans le thème, mais dès lors que tu deviens toi-même créateur, tu es agent d'un changement, d'une transformation, et donc tu fais aussi cette expérience-là. C'est vrai. Est-ce que tu en penses aussi par rapport à ce que tu décrivais? C'est le côté expérientiel, plus que le côté métamorphose. Oui, la métamorphose, c'est la transformation à partir de soi-même. Enfin, c'est... Il aurait fallu que je me dépasse, c'est ça que... Non, enfin, c'est à partir de l'essence d'origine, émerge... c'est le côté... Enfin, côté méta, ça vient depuis, et puis il y a transformation. Enfin... Mais... oui. Dans les choses auxquelles j'ai pensé aussi au niveau plus graphique, je pensais à des artistes comme Georges Rousse qui du coup nous laissent proposer une pièce avec des couleurs. Enfin voilà, on se retrouve dans un endroit un peu abstrait, et en fait la métamorphose se crée à partir du moment où on trouve le point de vue, le seul endroit à partir duquel ces couleurs abstraites prennent forme et deviennent une forme à part entière. Voilà, si je vous invite à regarder Georges Rousse au niveau de... Non, moi, ma culture n'allait pas aussi loin en fait. J'étais en train de penser au clip d'une chanson populaire française sur un petit garçon dans un orphelinat. Donc je vous la laisserai trouver. Mais si vous l'avez dans le chat, n'hésitez pas à nous la donner. Moi je l'ai, mais bon. Oui, je me doute, mais ça fait un petit défi. On donnera la réponse en fin d'émission. Tu me rappelleras si j'oublie.
Je me tourne maintenant vers Arthur pour un point que Benoît propose gentiment d'appeler Arthur fait son intéressant. Ah, moi, je valide complètement ce nom de chronique me plaît Moi, déjà. Avec énormément de douleur, je valide aussi. Hein, ouais. Arthur, on est très content de t'entendre à nouveau Oui, dans cette c'est émission. pas ce que le titre laisse entendre, mais c'est... Et tu vas nous parler un petit peu plus, notamment de ton objet de recherche, de thèse, puisque tu travailles notamment sur Dark Souls. Ouais, je pouvais pas m'en empêcher. J'ai vu le discours de Jérôme. Discours. On sent qu'on est en période électorale. Le ticket to teach qui citait Dark Souls, justement, je ne vais plus m'en empêcher de rajouter mon petit grain de sel. Donc oui, non, je vais parler de la transformation entre la forme humaine et la forme mort-vivante dans le premier Dark Souls. Dark Souls, voilà, donc dans ce jeu-là, il y a 2 formes de personnages. C'est un jeu de rôle. On incarne un mort-vivant. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on crée notre personnage, il a cette forme humaine-là. Et quand on commence le jeu, notre personnage est sous forme de mort-vivante, donc on a vraiment déjà un peu cette surprise. Je fais un peu référence aussi au Ticket to Teach précédent, de retrouver ce personnage-là qu'on pensait être beau. Et en fait, non, c'est un raisin sec, en fait, littéralement. Et donc, c'est pas un changement qui est purement esthétique. Ça sert vraiment à un propos, vraiment le propos du gameplay, enfin le gameplay du jeu. Et de façon, en tout cas, de manière assez intelligente. Et ça fait aussi écho à l'esthétique même du jeu qui fait appel à l'esthétique gothique, horrifique, tout ça. Et donc, on joue un mort-vivant qui se nourrit d'âmes pour monter de niveau. Donc, on va tuer nos ennemis, on va récupérer des âmes. Ça va être nos points d'expérience, tout ça. Et c'est un jeu qui est quand même relativement difficile. On va mourir énormément de fois. C'est un jeu où on va mourir encore et encore et encore. Sur la table, on a l'affiche du jeu de plateau, c'est marqué You Die. Ça, c'est vraiment l'écran qui apparaît tout le temps dans les Dark Souls. Et donc, si on meurt, on perd toutes nos âmes. Il faut revenir à l'endroit où nous sommes morts pour récupérer nos âmes. Et si on meurt en tant qu'humain, on redevient mort-vivant. Donc là, il y a ce changement, en fin de compte, donc déjà la transformation de la vie à la mort qui se fait à répétition, en fin de compte. Et cette transformation, en fin de compte, entre mort-vivant et humain, elle est étroitement liée à la mécanique du multijoueur, en fin de compte, du jeu. Parce que devenir humain, ça permet d'invoquer d'autres joueurs pour nous aider pendant notre aventure. Donc, si on a du mal à un boss, on va pouvoir invoquer d'autres joueurs pour pouvoir nous aider. Mais il y a un prix à cela, parce que redevenir humain, certes, on peut invoquer des gens pour nous aider, mais on peut se faire envahir par d'autres joueurs qui peuvent venir essayer de nous tuer pour récupérer notre humanité. Et voilà, donc Jérôme sourit parce que je sais que Jérôme, il ferait ça. Je pense que tu as dû le faire plusieurs fois, voilà. Et je croyais que c'était ça le seul intérêt du jeu. Voilà. Et donc c'est voilà, une mécanique qui vient un peu à double tranchant. Donc être humain, ça facilite le jeu parce que on peut invoquer d'autres personnages, mais en même temps, il y a cette potentialité, ce potentiel-là de se faire se prendre un coup par derrière par Jérôme. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Dark Souls, mais après, c'est ça pour n'importe quel jeu. En tout cas, jeu vidéo spécifiquement, les transformations, elles servent toujours un élément du gameplay. C'est pas purement esthétique. Même le premier Red Dead Redemption, quand on change de costume, ça peut augmenter notre jauge, je sais pas, de charisme. Quand on a un chapeau melon, on est beaucoup plus charismatique. C'est ça. Mario, quand il récupère la fleur rouge, il n'est pas juste changé de couleur. En fait, il peut lancer des boules de feu. Sonic, quand il récupère les émeraudes du chaos, il peut devenir Super Sonic, où donc il est bien doré et il peut foncer un peu partout. Enfin voilà, ça sert toujours, en tout cas, un propos, en tout cas, une mécanique de jeu. C'est pas purement gratuit. Voilà. Là, je pense que ça fait plaisir à Nicolas qui nous écoute, justement la concordance entre le thème et la mécanique de jeu. J'ai eu un petit sourire de Nicolas en coulisses. Merci Arthur. Moi, j'avais une question, je peux me permettre. Parce que je connais pas spécialement Bloodborne, parce que un jour ils le ressortiront peut-être. Mais j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la transformation des monstres qu'on affrontait. Il n'y avait pas quelque chose où on les retrouve, mais ils grossissent par...
Le principe dans Bloodborne, il n'y a plus du tout. C'est toujours le même auteur. C'est toujours le même auteur, Miyazaki. c'est Miyazaki qui a fait ça. Et c'est plus du tout le même système justement de transformation, en tout cas de personnages. D'autres personnages, ils restent tout le temps humains. Par contre, il y a une statistique qui s'ajoute au jeu de la même manière qu'on a notre système donc, d'expérience. Donc là, c'est des échos de sang qu'on récupère, pas des âmes, pour monter de niveau. Mais aussi, on a une statistique qui s'appelle la préscience ou c'est l'insight en anglais. Donc en fait, cette statistique-là, plus elle augmente, plus les personnages, effectivement, les monstres vont changer. C'est-à-dire que ça reste vraiment dans cette thématique-là, un peu des écrits de Lovecraft, avec ce côté-là de... il y a une vérité cachée, en fin de compte, qu'on peut atteindre en lisant des écrits ésotériques, magiques, qui font qu'on a une meilleure vérité sur ce qu'on peut percevoir dans le monde. Et effectivement, à partir, je crois, de 30 insights, donc ça va de 0 à 99. À partir de 30, il y a un ennemi, sa lanterne, il y a des yeux qui poussent dessus, et donc l'ennemi peut nous lancer des boules magiques, en fin de compte. Et à partir de 80 ou 70, je ne sais plus trop, dans le monde du jeu, on entend un bébé qui pleure, qui fait écho à toute cette idée-là, justement, de rêve, de cauchemar. La Max Payne. Voilà. Peut-être, j'y ai pas joué, donc je sais pas. De temps en temps, je replace mes trucs vidéoludiques que je connais. Ouais, non. Dans Max Payne, le premier, il y avait un niveau pas facile où on marchait, sautait, et puis il y avait des cris du bébé. Parce que voilà. C'était le nôtre d'ailleurs, de mémoire. Ouais, C'est surtout qu'il pleurait, moi. Ah, c'était un cauchemar. Ah oui, je sais bien. Est-ce qu'il était déjà mort, le bébé? Désolé, c'est une référence. spoilé, Mais voilà. Merci Arthur. De rien. Est-ce qu'on a des... En fait, c'était très intéressant. Je fais mon intéressant. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne peut-être. Ouais. A-t-on des questions, des remarques dans le live, Benoît, s'il te plaît, Il n'y dans a le chat? pas de remarques particulières. Les gens sont contents d'être là. Mais on vous remercie. On est content que vous soyez là également. On n'a pas eu d'hypothèse sur la chanson dont parlait Jérôme? Non. Tu veux le Mais révéler? Pas de. Non, je la chanterai pas. Ne m'inquiétez pas. Il s'agissait de... Moi, je l'ai pas, peut-être que vous Moi, je l'avez. l'ai pas non plus. Ah, vous n'avez pas? Non. Calogero. Oh là 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 là. Ah oui, c'est pour ça que je suis pas super. Ah ouais. Voilà, donc. Je n'ai que face à la mère de Calogero. Ouais, bon, peut-être ouais. pas. Très bien. Alors, on vous quitte sur une petite... deux annonces. Déjà, nous, on est ravis, puisque comme on a commencé à en parler, on va donc dès demain et jusqu'à vendredi à Essen pour le salon Spiel, qui est le plus grand salon du jeu de société au monde. On va, De l'univers, ouais. de l'univers. On va rencontrer des auteurs, des éditeurs, on va découvrir plein de nouveautés et on va vous en ramener et venir vous en parler. Donc, on fera vraisemblablement un épisode spécial Spiel Essen la semaine prochaine, mardi 13h30. Et autre petite nouvelle, grande nouvelle, dont on se réjouit également, le programme des journées scientifiques de la ludopédagogie que nous organisons les 5 et 6 décembre prochains est en ligne dès à présent sur le site ScienceConf. Vous avez même un beau flyer qui va apparaître à l'écran. Donc n'hésitez pas à aller le consulter. Il reste une 50aine de places pour s'inscrire, donc allez-y dès maintenant. Je vous remercie tous les trois, ainsi que Lucie en régie. C'était un plaisir encore une fois de discuter avec vous. Ça m'a donné envie personnellement de tester plein de nouveaux jeux. Et on se retrouve dès mardi prochain pour débriefer Essen. Bonne semaine. Bonne semaine. Merci, bonne semaine. Merci. Merci. À bientôt.